Technologie du génie industriel, résistance équivalente. Voyons comment ça fonctionne. En fait, vous le savez déjà comment ça fonctionne. Si vous avez écouté les autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Ce que je vais faire dans la capsule vidéo maintenant, c'est de regarder des cas particuliers et de faire un peu plus d'exemples pour vous donner des astuces, des trucs qui vont vous permettre de moins perdre votre temps et d'obtenir les réponses de façon plus confortable. Regardons le premier exemple que j'ai prévu. C'est un exemple classique pour trouver la résistance équivalente. Je commence avec le début. Là. Vous voyez qu'il y a deux points blancs que je suis en train de colorier en rouge qui sont notés V++ et V-. Quand vous rencontrez des points comme ça dans les circuits, ce sont des connecteurs. Les points blancs sont des connecteurs et V++ veut signifier qu'on connecte ce connecteur-là à la borne positive de la source, et V-, c'est pour le potentiel en volts faible. Donc, ça signifie qu'on se connecte à la source côté négatif, borne noire. Donc, ça voudrait dire là qu'on aurait des fils, imaginaires ou pas, qui viendraient comme ça à une source, côté plus, côté moins, et on aurait peut-être un certain nombre de volts, là, qui sait, 15 volts, 20 volts, 30 volts, on vous le donne pas et c'est pas important. Mais quand vous voyez V++ et V-, ça veut dire que ce sont les endroits où on connecte la source de tension, la batterie, le truc qui fournit l'électricité. Maintenant, parlons de la résistance équivalente et regardez le circuit que j'ai dessiné là. C'est un circuit qui contient plusieurs attrapes, plusieurs difficultés, et je vais les parcourir une après l'autre pour que vous puissiez être confortable pour faire les examens et exercices avec les résistances équivalentes. Quand on vous demande de trouver la résistance équivalente totale d'un circuit, il faut regarder le circuit et essayer de le décomposer en groupements, séries ou parallèles qui nous semblent évidents. Quand je regarde le circuit qui est ici, le premier groupement qui me semble évident à moi, c'est celui qui contient R2 et R3 en parallèle. Pour s'assurer qu'un groupement est bel et bien parallèle, vous devez vérifier que vous avez les deux pattes sur les mêmes deux fils. Pour faire ça, on peut colorier avec des crayons de couleur les fils en question. Un fil commence à être un fil unique lorsqu'on est à l'extrémité d'un élément de circuit, comme par exemple une résistance ou une source, et ce fil-là, on arrête de le colorier, il arrête d'être le fil unique qu'il est lorsqu'il rencontre un autre élément de circuit. Par contre, quand on traverse des intersections, ça reste le même fil. Donc, vous voyez qu'on a un fil vert qui commence à R2, R3 et là, qui se termine à R4, R6. On traverse aucun élément de circuit, sinon c'est plus le même fil. De l'autre côté du groupement qui m'intéresse, j'ai un autre fil, comme ça, et on constate que R2 et R3 ont les deux pattes sur les mêmes deux fils. Une patte sur le fil vert et une patte sur le fil rouge. Ça, c'est le test nécessaire pour certifier qu'on est en parallèle. Et à ce moment-là, on va pouvoir calculer la résistance équivalente, je mets une étiquette comme ça là, pour étiqueter mon groupement parallèle R2,3 avec l'équation 1 sur R2 plus 1 sur R3, tout ça exposant moins 1, et ça va nous donner la résistance équivalente du groupement 2,3 parallèle qui est ici, et on va pouvoir ensuite s'en servir pour calculer la résistance équivalente de d'autres groupements. Et R2,3 va agir comme une seule et unique résistance à la place de deux. Et on va pouvoir la placer, par exemple, regardez, en série avec R1. Parce que R1 est tout de suite à la suite de R2,3. Bon, voyons le reste. Il y a un autre truc exotique qui frappe tout de suite en regardant ce circuit-là, c'est R8. Essayons de faire le truc que je viens de faire et colorions un des côtés de R8, un des fils de côté de R8, avec une couleur. Regardez comme ça, comme ça. On s'en vient ici jusqu'à R5 et on arrête. On n'a pas le droit de traverser un élément de circuit. On s'en va jusqu'à R4 aussi. On n'a pas le droit de traverser R4. Par contre, ici, c'est une intersection. Et vous voyez comme moi qu'étrangement, R8 a les deux pattes sur un seul et unique fil. Ça, c'est un cas spécial.
Et lorsque vous avez les deux pattes sur le même fil unique, ça veut dire que la différence de potentiel aux bornes de la 8 est égale à 0 volts. Et si vous avez delta V égale 0, il n'y aura aucun courant qui va couler à travers la R8. Et on va dire que R8, elle est désactivée. Désactivée, c'est ce qui arrive lorsqu'une résistance est connectée sur elle-même. Le côté du bas de R8 est directement connecté sans passer par aucun élément de circuit au côté du haut. Et on va dire que R8, elle est désactivée. Elle n'entre pas dans le calcul de la résistance équivalente. C'est comme si elle n'était pas là. Et à la place de ça, là, c'est comme si le fil partait de 4 et allait direct au R5 sans passer par le R8. Et dans les faits, c'est vrai, comme il n'y aura pas de courant qui va couler à l'intérieur de R8, la puissance qui est égale à R fois I carré, il n'y en aura pas. Et votre résistance R8 ne dissipera aucune puissance électrique, donc elle va être inutile. Et on la met de côté dans notre calcul de résistance équivalente. Toutes les fois que vous voyez ça, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre résistance qui est connectée sur elle-même de côté, vous l'ignorez complètement. Continuons. Ensuite, puisque R4 se connecte maintenant directement à R5 et que R8 est désactivé, on peut dire que R4 et R5 sont en série. Ils sont en série parce qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux et le courant peut entrer par R4, faire son chemin dans R4 et dans R5 sans être interrompu par une intersection ou un autre élément de circuit. Donc ça, c'est un groupement série et on peut mettre une étiquette et calculer la résistance équivalente du groupement R4-5 comme une bête addition de R4 plus, R5. En série, on additionne bêtement les ohms et c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, c'est pas terminé, regardez bien. Notre groupement 4-5 a les deux pattes sur les mêmes deux fils que R6. Pour bien le voir, là, j'ai placé un des fils de R6 en bleu et l'autre fil était déjà en vert. Et vous voyez comme moi que le groupement 4-5 a une des pattes sur le vert et une des pattes sur le bleu. Même chose pour R6, une patte sur le vert et une patte sur le bleu. Ça veut dire qu'on a un groupement parallèle et on va pouvoir calculer R6, 4, 5, appelons-le comme ça, qui contient tout ce beau monde-là, avec l'équation pour les groupements parallèles. Comment on fait? Je vais vous l'écrire ici. R6, 4, 5, ça va être égal à 1 sur R6 plus 1 sur R4, 5, tout ça exposant moins 1. Et voilà, c'est pas propre, c'est pas beau, mais tout est là et c'est assez bien écrit pour que vous puissiez suivre. Ensuite, on se rend compte qu'on a presque terminé, là. Si on regarde ça froidement, il nous reste R1 et R7 qu'on n'a pas encore traité. Et dans les faits, on a R1 qui est en série avec le groupement 2-3, ensuite en série avec le groupement 6-4-5 et ensuite en série avec R7. Donc la résistance équivalente totale, ce serait la somme de tout ce monde-là. Là, ça nous fait 4 choses à sommer. Je vais le faire en haut ici. On aurait R total, la résistance équivalente totale est égale à R1 plus R2-3, mon groupement parallèle que j'ai fait au début, plus R6-4-5 et finalement plus R7 qui est à la suite de tout ce beau monde-là, comme ça. Et vous voyez que nulle part apparaît R8, c'est normal, elle est désactivée et elle ne fait pas partie du calcul. Et ce serait réglé, on aurait la résistance totale pour le circuit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, souvent, on va se servir de la résistance totale pour aller faire delta V égale RI, la loi d'Ohm, appliquée sur le circuit au complet. Dans ce temps-là, on prend epsilon, le nombre de volts à la source ou à la batterie, et on remplace delta V par la valeur de la force électromotrice de votre batterie, 15 volts.
On prend le R total qu'on a calculé et on s'en va le placer à la place de la résistance dans la loi d'Ohm et on isole le courant I total qui est le courant fourni par la source. Ce serait le courant là, qui coulerait dans le fil ici de la source, coulerait ici aussi, coulerait dans l'autre fil qui va à la borne négative de la source également. Et ce courant-là est intéressant parce qu'il nous permet de calculer la puissance de la source en faisant la multiplication du voltage epsilon de la source par le courant I total qui traverse la source. Et là, on peut savoir en watts la puissance que notre source électrique fournit. Ça peut être pratique quand on veut évaluer combien de watts on a besoin pour alimenter un moteur ou un circuit d'éclairage complexe avec des résistances, des diodes électroluminescents, des LED, des ordinateurs qui sont là-dedans avec un certain nombre de watts pour chaque ordinateur ou des modules de contrôle, des microcontrôleurs en industrie, etc. On peut se servir de ça. Bon, je me rends compte que la feuille est assez barbouillée. Je passe à un autre exemple plus simple, mais peut-être plus terre-à-terre et plus pertinent. On le rencontre souvent, cet exemple-là, dans vos exercices. C'est un circuit très simple avec seulement 3 résistors, une résistance de 2 ohms en haut, une de 16 ohms au milieu et une de 5 ohms. Rapidement, on voit bien que c'est un circuit qui est purement en parallèle. On peut trouver la résistance totale si on veut. On garde en tête que V++ et V-, sont connectés virtuellement à une source, epsilon comme ça. Le côté V++ est connecté à la grande barre de la source, le côté rouge, positif, et V-, est connecté au négatif de la source, généralement c'est le côté noir. On va vous demander dans les exercices d'aller calculer la puissance électrique dissipée dans chacune des résistances ou le courant électrique I1, I2 et I3 qui traversent chacune des résistances ou peut-être la puissance de la source, etc. Donc, je prends le temps d'analyser ce circuit-là, même si à première vue, il est dramatiquement plus simple que l'autre. Faut comprendre comment ça marche. Il y a des étudiants qui ont le goût de faire des règles de 3. Et dire, ouais, écoute, le courant total, là, ça va être tant d'ampères, ça va se séparer vu que la 2 ohms résiste moins. Là, dans des cas comme ça, oubliez l'idée de la règle de 3. Il n'y a rien de bon là-dedans. Vous allez vous enfarger et obtenir les mauvaises réponses. Il faut appliquer la loi d'Ohm et faire des groupements en parallèle ou en série au besoin. Pour trouver le courant total, vous savez comment faire. On trouve la résistance totale. Et ensuite, on applique la loi d'Ohm avec le nombre de volts qu'on a à la source pour trouver le courant I total. Pour la résistance équivalente totale, on va avoir 1 sur 2 plus 1 sur 16 plus 1 sur 5, tout ça exposant moins 1 et c'est réglé. Ensuite, on peut faire delta V égale RI avec le 10 volts. Ça nous donne 10 à la place de delta V. La résistance totale qu'on vient de calculer ici, et on multiplie par I total, on isole I total et c'est réglé. Donc ça se fait assez bien. Pour isoler I total, c'est 10 divisé par la résistance totale qu'on vient de calculer. Ça va bien. Une fois que vous avez ça, on peut vous demander de trouver I1, I2, I3 ou la puissance à la source. Pour trouver la puissance à la source, on fait epsilon fois le courant I total qu'on a calculé. Ça nous donne 10 fois I total, et ça, c'est la puissance en watts qui est générée par la source. Pour trouver I1, I2 et I3, il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à vous, entre autres les lois de Kirchhoff, la loi des nœuds, la loi des mailles, mais dans un cas comme ça, vous ne voulez pas perdre votre temps à faire la loi des nœuds ou la loi des mailles, que je vais enseigner dans des prochaines vidéos, parce que les problèmes où vous avez seulement des groupements parallèles, avec rien d'autre autour, se font très bien avec la loi d'Ohm, delta V égale RI. Regardez bien. Tout le fil que je suis en train de dessiner en rouge est au même voltage, plus 10 volts. Ce fil-là commence à la source et se termine lorsqu'il rencontre des éléments de circuit. Ça veut dire que partout ici, là, c'est 10 volts. De l'autre côté, c'est le fil noir qui est là. Je vais le mettre en gros plan, je vais bien salir ma feuille, c'est à croire que j'aime ça, avoir des feuilles sales. Et tout ce fil-là, lui, est à 0 volts. Tiens, on peut étiqueter le fil aussi. Et on se rend compte rapidement
que toutes les résistances, 2 ohms, 16 ohms, 5 ohms, ont les deux pattes sur les mêmes deux fils. On le savait, elles sont en parallèle. Mais ont aussi un côté à 10 et l'autre côté à 0. Ça veut dire que tout le monde, 2 ohms, 16 ohms, 5 ohms, ont un delta V de 10 volts. Donc, on peut aller appliquer la loi d'Ohm sur chacune des résistances, une après l'autre, et trouver le courant I1 qui traverse la résistance de 2 ohms, trouver le courant I2 qui traverse la 16, etc. Regardez bien, je le fais ici là sur la deuxième page. L'équation là sur laquelle je me fie, c'est la loi d'Ohm. On utilise delta V1 égale R1 fois I1. Nous, pour delta V1, c'est le 10 volts, c'est 10 partout, est égal à R1, c'est la 2 ohms, fois le courant I1 qu'on ne connaît pas. Ensuite, tu isoles I1, ça donne 10 sur 2, et c'est réglé, tu as ton courant, 5 ampères, qui coule à l'intérieur de la résistance 1. Ensuite, tu fais la même chose. Delta V2 est égal à R2 fois I2. Delta V2, c'est toujours 10. R2, c'était la 16 ohms, multiplié par I2 qu'on ne connaît pas. Tu isoles ton courant I2, ça nous donne 10 16e. C'est réglé. On va avoir un peu moins d'1 ampère qui va couler dans la deuxième résistance. Et on le fait une troisième fois. Même pattern, R3 fois I3, c'est 10 5 ohms, et I3, on ne le connaît pas, on l'isole, ça nous donne 10 cinquièmes, ça fait 2 ampères qui vont couler à travers la résistance numéro 3 de 5 ohms. Et ça, c'est pratique parce qu'une fois qu'on connaît I1, I2 et I3, on peut calculer P1, P2 et P3, la puissance qui est dissipée dans chacune des résistances en faisant R1 fois I1, R2 fois I2, R3 fois I3, et si vous êtes attentif, vous constatez que j'ai oublié le carré. Je vais le placer à chaque fois. Et là, ça nous donne en watts combien d'énergie par seconde est dissipée par chacune des résistances. Une fois que vous avez ça, honnêtement, vous connaissez tout ce qu'il y a à connaître sur le circuit et vous êtes en mesure de répondre à toutes les questions qu'on peut vous poser. Pour les résistances équivalentes, ça ressemble à ça. Je vous rappelle les deux lois avant de partir. Là, si vous êtes en série, la résistance équivalente, c'est l'addition, tant qu'il y en a, de chacune des résistances. Et en parallèle, la résistance équivalente, c'est plus compliqué. On fait la somme des inverses, comme ça, tant qu'il y en a, et on place tout ça exposant -1. Et après ça, il faut faire des groupements, comme je vous l'ai montré. Là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez ça par Mio. Vous avez déjà tous les exercices et vous communiquez avec moi. À date, ça se passe bien. Là. Il y avait Jonathan, là, quand on a eu des problèmes pour une image, ça s'est réglé. Là. Faites attention quand vous m'envoyez vos documents pour que je puisse être capable de les lire comme il faut. Et si vous avez des questions, je peux y répondre, là, faire des vidéos où est-ce que j'explique là, en dépannage comment on fait tel ou tel problème des exercices. Je l'avais fait avant l'examen 3 et je peux le refaire avant l'examen 4. Sinon, gardez en tête que vous avez un document de révision complet qui vous sert à vous préparer pour l'examen. Vous voulez faire ce document de révision-là avant l'examen, là, même si c'est à livre ouvert et que vous avez droit à toutes vos notes. Vous voulez pas être en train de chercher pendant l'examen comment faire tel ou tel type de problème. Donc, vous vous assurez que vous faites le document de révision, que vous posez les questions si vous en avez. Et surtout, vous voulez pas refaire ce cours-là une deuxième fois l'année prochaine avec moi ou avec un autre prof de physique. C'est pas plaisant. Je vous en passe un papier. Allez, bonne journée, vous prenez soin de vous et on se revoit.